Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les tumeurs du corps utérin, c'est-à-dire de l'endomètre. Tout d'abord, il s'agit d'un cancer gynécologique assez fréquent qui touche 15 à 20 femmes sur 100 000 en France et qui concerne exclusivement des femmes ménopausées. Comme facteur de risque, nous avons une hyperœstrogénie, l'obésité, le diabète, l'hypertension, le tabac, la nulliparité, une puberté précoce et une ménopause tardive, c'est-à-dire que la patiente a été exposée sur une longue période aux œstrogènes, une exposition donc aux œstrogènes également seule, soit par des traitements, notamment la pilule œstroprogestative ou le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Le syndrome des ovaires polykystiques, et donc bien sûr, il y a des facteurs tels que le tamoxifène, dans le traitement par exemple du cancer du sein, qui majore le risque du cancer de l'endomètre. C'est pourquoi d'ailleurs, quand une patiente bénéficie de ce traitement au décours de son cancer du sein, on doit faire une surveillance de l'endomètre chez la patiente assez régulièrement. Comment est-ce qu'on en fait le diagnostic ? Le principal signe clinique qui va amener la patiente à consulter, ce seront donc des métrorragies post-ménopausiques, c'est-à-dire des saignements en dehors des règles. Donc puisque la patiente est ménopausée, ça va de soi, mais on rajoute quand même toujours post-ménopausique. Ça peut aussi se traduire de manière un peu plus frustre par des leucorrhées abondantes, aussi des pesanteurs ou des douleurs pelviennes si la tumeur commence à être un petit peu importante, et aussi des troubles urinaires par un effet de contiguïté. L'examen clinique doit comporter l'interrogatoire, savoir surtout si la patiente a des facteurs de risque, comme ceux dont on a parlé précédemment, si elle a eu un traitement hormonal de la ménopause également. On doit bien sûr toujours faire un examen général, donc ça c'est le cas pour toutes les pathologies, faire une palpation abdominale et palper également donc, les aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie clinique. On fait également donc, un examen gynécologique avec la mise en place du spéculum, on regarde donc le col et on fait une pipelle de Cornier qui est un petit prélèvement, qui est un petit tube en fait qu'on va rentrer dans le col de l'utérus et faire des petits allers-retours de manière à récupérer en fait du matériel endométrial. Et on le met ensuite dans un flacon en phase liquide qu'on envoie à l'analyse à la NAPAT. Et puis bien sûr toujours un toucher vaginal pour voir si l'utérus est bien mobile ou si on ne palpe pas de choses indurées ou de choses un petit peu suspectes. Quels examens complémentaires devons-nous réaliser devant une suspicion de cancer de l'endomètre ? À visée diagnostique, on fera dans un premier temps l'échographie abdominale et endovaginale, donc on fait toujours les deux. On va donc suspecter un cancer de l'endomètre devant une hypertrophie de l'endomètre au-delà de 5 mm chez une femme ménopausée qui n'a pas de THS. Chez une femme ménopausée qui a par contre eu un traitement hormonal substitutif, on peut aller jusqu'à 7-8 mm. Et puis ensuite, on fera une hystéroscopie diagnostique, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le col de l'utérus sous anesthésie générale une caméra pour regarder l'ensemble de la cavité utérine et faire une résection endométriale ou un curetage biopsique à visée également diagnostique. Pour le bilan d'extension, on fera une IRM pelvienne et lombo-aortique, donc il faut vraiment retenir que pour le pelvis, le meilleur examen c'est l'IRM. Sur un scanner, ce ne sera pas suffisamment précis, on va l'utiliser pour faire le bilan d'extension à distance, mais l'IRM pelvienne c'est vraiment l'examen de l'utérus, du pelvis et des ovaires également. Donc IRM pelvienne et lombo-aortique qui nous permettra donc de faire notre diagnostic positif et un bilan d'extension, on va dire loco-régional. Ensuite, radio pulmonaire, toujours à recherche donc de localisation secondaire, et surtout une mammographie bilatérale puisqu'il s'agit d'un cancer hormonodépendant. Si la patiente est sujette à avoir un cancer endométrial, elle peut aussi avoir un cancer du sein associé. Et puis ensuite, donc en fonction des points d'appel, on pourra compléter le bilan par une échographie hépatique ou un scanner abdominopelvien. Une fois qu'on a donc l'ensemble des résultats, bien évidemment, on doit parler de la patiente en réunion de concertation pluridisciplinaire pour adapter la prise en charge. Donc vous avez la classification FIGO, qui est une classification chirurgicale qui va donc classer les tumeurs de l'endomètre selon 4 stades. Avec le premier stade qui, il faut retenir que ce sont des tumeurs limitées au niveau du corps utérin. Après, donc, elles sont divisées en deux, le 1A et 1B. Alors, c'est assez facile à retenir, en fait. C'est vraiment moins de 50% du myomètre, plus de 50% du myomètre. Donc,
On sait qu'on a l'endomètre. Quand on rentre dans la cavité utérine, on a l'endomètre, et puis ensuite la couche suivante, c'est le myomètre. Donc plus il est envahi, bien sûr, plus ce sera péjoratif. Le stade 2, ce sera donc l'envahissement du stroma cervical, hein, donc on est encore un peu plus envahi, mais on reste au niveau de l'utérus. À partir du stade 3, on commence à avoir des extensions locales et ou régionales. Donc en fonction de ça, bon, voilà, si ça va donc jusqu'au niveau des annexes, hein, donc c'est-à-dire les ovaires et les trompes. Si ça descend au niveau du vagin, on sera donc plutôt en 3B ou des paramètres, donc c'est-à-dire le ligament large, éventuellement un envahissement des urtères. Et puis si on a une atteinte ganglionnaire, après donc on sera au stade 3C. Je ne pense pas que vous ayez besoin de savoir si on a une atteinte des ganglions pelviens ou lombo-aortiques, mais bon, il faut au moins l'avoir vu une fois. Et donc le stade 4, on a carrément une extension de la muqueuse vésicale et ou intestinale, ou alors des métastases à distance. Donc là, c'est beaucoup plus péjoratif. Quelle est la prise en charge? Pour le stade 1, ce sera chirurgical. Donc on va faire quoi? On va enlever l'utérus et enlever les annexes, de principe. À partir du stade finalement 1B, donc quand la tumeur envahit plus de 50% du myomètre, on rajoutera les curages pelviens. Mais uniquement pelvien, donc iliaque externe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un curage? En fait, on va proche des vaisseaux pelviens. Il y a toujours des ganglions en fait, qui sont situés donc proche des vaisseaux, notamment iliaques ou aortiques, donc dans le cadre de cette pathologie. Et donc, on va retirer les ganglions et les envoyer en analyse. Quand on fait un curage, ça veut dire qu'on va les retirer de manière exhaustive. Pour le stade 3, on rajoute les curages lombo-aortiques, donc plus une omentectomie, hein, donc c'est le tissu graisseux qui est on va dire devant le digestif, qui peut, vu qu'il est au contact de l'utérus, sur sa partie basale, être également envahi. C'est pour ça qu'on l'enlève à partir du stade 3. Et puis à partir du stade 3B, on n'a plus de traitement chirurgical, on passe à un traitement médical avec une radiothérapie externe exclusive ou une curothérapie utérovaginale. Donc ça, c'est la RCP qui va décider exactement du type de traitement médical qui sera utilisé. Et à partir du stade 4, donc du stade vraiment métastatique, à ce moment-là, on rajoutera donc de la chimiothérapie, plus ou moins de l'hormonothérapie, si sur la pièce, sur les biopsies, on a donc des marqueurs hormonaux qui sont mis en évidence. Et donc ça, c'est pareil. Il faut vraiment retenir à partir de quand on a un traitement chirurgical, enfin jusque quand on a un traitement chirurgical, et à partir de quand on a un traitement médical. C'est surtout l'idée, puisque sinon on ne prend jamais de décision en dehors de la RCP. La survie à 5 ans, donc elle est plutôt bonne pour les stades 1, donc 90% de survie à 5 ans. Par contre, on voit que pour les stades 4, elle n'est plus que de 10%. Le pronostic va dépendre du degré de différenciation de la tumeur, de sa taille bien évidemment, et également donc des index de prolifération. Et donc, s'il y a oui ou non une expression des récepteurs hormonaux, de l'aire de nœud, et en fonction également de la ploïdie. L'envahissement du myomètre est ganglionnaire, hein, donc c'est ce qu'on a vu dans la classification FIGO, bien sûr. Plus on monte dans les grades, plus le pronostic sera péjoratif. Il y a quelques histologies qui sont particulièrement péjoratives, c'est le carcinome papillaire séreux et l'adénocarcinome à cellules claires. Comment est-ce qu'on surveille ces patientes? On doit leur faire un examen clinique tous les 6 mois pendant 3 ans, puis tous les ans. Et donc il faut bien regarder le fond vaginal, hein, si jamais on a eu besoin de faire une hystérectomie. Il faut regarder le fond vaginal parce que parfois on peut avoir des récidives locales. Également la région sous-urétrale, c'est-à-dire au niveau de la paroi antérieure du vagin. Et puis faire un toucher vaginal pour s'assurer que les tissus restent bien souples. Un des premiers signes qui va nous mettre la puce à l'oreille concernant une éventuelle récidive, c'est une induration des tissus au toucher. Si on a bien sûr une suspicion de récidive, il ne faut pas hésiter à refaire des biopsies, à refaire une IRM pelvienne et lombo-aortique. Et bien sûr représenter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je vous remercie.